Oui, mesdames, messieurs, je vous explique tout dans les coulisses, en quelque sorte. On attend les deux vice-présidentes, donc Madame Arnoux et Madame Geoffroy, qui ne devraient pas tarder à arriver. Il y a beaucoup de présidents, je vois Monsieur Le Proust qui est là et tout ça, mais là, je veux dire, bon, les deux coprésidentes de ce groupe de travail à l'AMF. Donc, on va partir ensuite dans le débat quand... ah voilà, Madame Geoffroy. Non, mais pas du je ne me serais pas permis. Je dis qu'on vous attendiez tout simplement, mais comme le format est assez intimiste, donc j'informais de ça. Et je vais faire un peu l'appel. Je m'inquiète de la non-présente de Madame Guillemie, pardon. Est-ce qu'elle est là? Oh là là, non, Madame Arnaud, ah ouais, non, c'est incroyable. Quelle, quelle rentrée. Bon, très bien. Et de Letidine Ben Saïd, maire de Zamboro à Mayotte. C'est vous. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Je n'avais pas eu l'occasion d'échanger avec vous. Donc, on ne va pas tarder, mesdames. Non, non, mais faites. Oui, oui, oui. Bon. Hein. Allez, c'est parti. On a un forum important sur la politique de la ville entre avenir incertain et enjeux de cohésion sociale avec l'arrivée à un moment ou à un autre dans ce débat du ministre du Logement et de la Ville qui viendra apporter un certain nombre d'éclairages. Où va la politique de la ville? Existe-t-il encore un pilote dans l'avion de cette politique publique dérogatoire qui a tendance à faire quelques loopings dans le ciel du droit commun et qui n'hésite pas à présenter quelques paradoxes? Le nombre de quartiers prioritaires et donc d'habitants concernés ne cesse de croître pendant que les finances publiques piquent du nez à tel point qu'il est difficile aujourd'hui de distinguer cette politique dérogatoire de celle relevant du droit commun. Où va donc la politique de la ville? Quel avenir pour la rénovation urbaine? Comment croire encore aux vertus de la cohésion sociale quand celle-ci subit étonnamment les premiers effets négatifs de la disette budgétaire? Qui croit encore à ces territoires et comment, dans ce contexte actuel, les maires font-ils face aux attentes des populations? C'est l'objectif de ce forum où l'on a la chance de compter parmi nous des acteurs de premier rang sur le sujet. Comme les habitués de ces forums le savent, il y a donc deux coprésidents qui vont m'aider à animer et participer à ce forum. Catherine Arnoux, qui est maire de Chanteloup-les-Vignes, et Hélène Geoffroy, qui est maire de Vaux-en-Velin, seront donc à mes côtés. Vincent Jeanbrun, à un moment ou à un autre, ministre du Logement et de la Ville, sera présent et viendra nous répondre à un certain nombre de questions. D'autres intervenants viendront enrichir nos réflexions. Marc-Antoine Jamais, merci monsieur le maire d'être là, maire de Val-de-Reuil et représentant de l'AMF au sein du conseil d'administration de l'ANRU. Gilles Leproust, maire d'Allonne et président de Ville et banlieue. Christine Guilmy, maire de Chaumont, normalement, mais on ne sait pas, mais elle est peut-être avec le ministre, je ne sais pas. Enfin, bon, bref, donc on se perd parfois dans le dédale de ce congrès. Et Letidine Ben Saïd, merci monsieur le maire d'être ici. Vous êtes le maire de Zamboro, j'espère que je le prononce bien. Super. Donc à Mayotte. Ce forum se divise en deux séquences, des moyens attribués aux quartiers prioritaires insuffisants par rapport aux droits communs et aux besoins de la population et un accès insuffisant aux services publics et aux droits qui fragilisent la cohésion sociale. On a demandé à Philippe Esteb de poser, vous êtes sociologue, Philippe Esteb, de poser, et spécialiste de toutes ces questions-là, de poser le cadre du débat, spécialiste de l'aménagement du territoire. Vous avez beaucoup écrit sur les quartiers prioritaires. Vous allez nous permettre de prendre un peu de la hauteur en nous proposant une lecture historique de la politique de la ville et des grandes étapes qui ont scandé sa progression. Vous allez aussi nous permettre d'avoir une vision moins fantasmée du coût de la politique de la ville que d'aucuns décrivent comme faramineux, alors que c'est loin d'être le cas. Enfin, à travers le profil sociologique des habitants de ces quartiers, vous allez nous aider à réfléchir sur ce que deviennent ces habitants et à objectiver cette notion en cours sur le sujet, à savoir que si la pauvreté se substitue en permanence à la pauvreté dans un processus sans fin, la politique tournerait en rond autour du Graal de la mixité sociale. Monsieur Estève, je vais vous demander donc de venir ici.
Vous me permettez? Ah oui, c'est ici. Ah oui. Ah oui, c'est là. Ah, c'est solennel. Non, non, mais c'est le forum du Congrès des maires. Ah non, 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 non. Ah, mais on pouvait. Alors, par contre, vous pouvez rester si, pour X raison, vous souhaitez vous exprimer assis, il n'y a aucun problème. Ben, je sais pas. Mais moi aussi, je me pose la question, mais bon, voilà. Bon, vous pouvez rester assis, hein, bien sûr, il y a aucun problème. Mais donc, vous avez la parole par rapport justement à toutes les questions que je vous ai posées, que j'espère que vous avez entendues, sur d'abord un historique, poser les grandes lignes un peu de la politique de la ville dans un premier temps. Je vous laisse la parole. Bien, merci beaucoup pour cette invitation. En fait, je suis terrifié à l'idée de prendre la parole devant vous parce qu'il n'y a que des spécialistes de la politique de la ville ou des praticiens de la politique de la ville. Et moi, je suis un simple observateur, même si j'ai un peu trempé là-dedans pour des raisons que je ne décrirai pas ici. Alors, bon, vos questions sont, comme dirait le capitaine Haddock, à la fois très simples et très compliquées. La première, un historique. Alors pourquoi faire un historique de la politique de la ville? Parce que ça nous permet de comprendre que la politique de la ville, au cours de sa longue histoire, a suivi des objectifs extrêmement différents et que ces objectifs extrêmement différents, qui sont, je dirais, des options de politique publique, se sont en quelque sorte sédimentés. Donc, pour ceux qui se rappellent de ça, mais vous n'étiez pas né à l'époque, les opérations, les premières opérations, après les opérations dites HVS, Habitat et Vie sociale, qui sont concomitantes en fait, de toute une série de transformations profondes en France, qui sont la réforme de la politique de l'habitat, de la réforme dite Barre, qui développe à la fois l'accession à la propriété et qui crée l'APL, enfin bon, avec toute une série de conséquences, notamment sur la population et la sociologie des quartiers d'habitat social. Je dirais que l'ancêtre véritable de la politique de la ville s'appelle le développement social des quartiers, qui est mis en place à partir de 81, suite à des révoltes qui ont lieu déjà en 81 dans la banlieue lyonnaise, et qui sont confiées alors c'est intéressant, à un maire d'une grande ville, Hubert Dubedou. Alors c'est drôle parce qu'il a écrit un rapport qui s'appelle « Ensemble refaire la ville » et hop, qu'est-ce qu'on voit en 2025 comme titre du dernier rapport sur la politique de la ville? Je pense que vous en êtes une des auteurs. Ensemble refaire la ville. Donc à 40 ans de distance, comme une espèce de main tendue. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire ensemble refaire la ville à l'époque? D'abord, une première révolution, on était en pleine décentralisation, on donne la main aux élus. On donne la main aux élus en 1981, c'est-à-dire que les élus, c'est eux qui décident des quartiers dans lesquels on va intervenir de manière prioritaire. C'est intéressant parce que ça donne du coup une très grande diversité des quartiers, et cette diversité, on va la retrouver jusqu'aujourd'hui, et d'autant plus que le nombre de quartiers a augmenté au fil du temps. Je compte sur vous pour m'arrêter parce que ça risque d'être long. Hein. Ouais. D'accord, 40 ans. Quels sont les objectifs de cette première strate, en gros, qui dure de 81 à 87 à peu près? Cette première strate, en gros, c'est réintroduire ou introduire ces quartiers dans le droit commun municipal. Pourquoi? Parce que souvent, on est dans le cadre de ZUP. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que c'était que les ZUP, zones à urbaniser en propriété, dans lequel, en priorité, dans lequel le droit de propriété n'était pas, appartenait en clair aux organismes HLM, et donc on était hors droit municipal. Ce qui faisait que, par exemple, dans certains quartiers, les services de ramassage des ordures des municipalités, tout bêtement, n'entraient pas dans le quartier, et que les habitants payaient en quelque sorte 2 fois pour un service qui n'était pas réalisé, c'est-à-dire une fois en bas de quittance sur les charges locatives et une autre fois sur les impôts locaux et pour un service qui était en pratique pas réalisé. Donc c'est le premier enjeu, réintroduire ces quartiers dans le droit commun municipal. Deuxième enjeu, reconnaissance
de la spécificité de ces quartiers, avec une volonté de valorisation à l'époque. Alors maintenant on dit une approche communautarienne, plus ou moins communautariste, etc. Mais en gros, c'était cette idée de dire la France est multiculturelle et donc ces quartiers sont en quelque sorte la représentation du multiculturalisme et donc allons-y à fond d'une certaine manière et soutenons la reconnaissance de la diversité de ces quartiers. À partir de 1987-1990, on assiste à une deuxième strate de la politique de la ville. Vous m'arrêtez, hein, mais vous m'arrêtez en 2025. Oui. Oui, non, mais c'est pour ça. Peut-être accélérer sur les phases. On va peut-être sauter, non? En fait, le reste de l'histoire de la politique de la ville, c'est une histoire de, je dirais, centralisation et rationalisation progressive. 87-90, c'est la création d'un ministère de la ville, d'une délégation interministérielle à la ville, de sous-préfet à la ville, c'est-à-dire la mise en place de tout un appareil d'État, d'administration de ce système-là, alors que précédemment, on était dans une logique qui était beaucoup plus souple et d'une certaine manière beaucoup plus décentralisée. Quel est l'enjeu à ce moment-là? C'est cette idée que, en gros, il faut que la République reconquiert ces quartiers et notamment remette à niveau les services collectifs. Et donc, c'est à cette époque-là qu'on met en place la police de proximité, qu'on met en place un certain nombre de dotations et d'avantages, de primes pour les agents de l'éducation nationale, de manière à les faire venir dans les quartiers. Troisième strate, 1995, la droite revient au pouvoir, et là on dit on va faire une politique de la ville de droite, et ce n'est pas péjoratif ce que je dis, en jouant sur l'économique. Et c'est là où on invente les systèmes de, vous savez bien, de défiscalisation progressive en raison du niveau de gravité de la situation dans les quartiers. Donc ça donne ZUS, ZRU, ZFU. Bon. Et on voit bien qu'en même temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi une rationalisation supplémentaire dans le classement et dans le zonage. On va faire des calculs avec ce qu'on appelle un indice synthétique d'exclusion qui va permettre de classer les quartiers. 2004, changement de braquet, plan Borloo, mise en place de l'ANRU et de la rénovation urbaine avec, là, je dirais, les gros bataillons. Alors, on pourrait dire c'est le comeback des ingénieurs des ponts hein, dans la politique de la ville, mais pas seulement. Mobilisation du 1% patronal et, en gros, cette idée qu'on va transformer la sociologie des quartiers en transformant l'habitat. En tout cas, c'était ce qui était annoncé au départ. Ce n'est pas exactement ce qui s'est produit, mais d'une certaine manière, on peut dire que les années 2004-2014, c'est des années, en gros, dans lesquelles la politique de la ville se retrouve en quelque sorte dissoute dans la politique de rénovation urbaine. D'ailleurs, la DIV finit par disparaître, se transforme en agence intitulée l'Accès. Enfin bon, je n'entre pas dans les détails. Donc, étatisation, je dirais, supplémentaire. À partir de 2014, il y a une forme de résurgence de la politique de la ville avec la loi Lamy et une nouvelle géographie prioritaire. Une géographie prioritaire, cette fois-ci, basée sur un critère unique, vous le savez, qui est le critère de revenu, qui permet, entre guillemets, d'objectiver la géographie prioritaire et de la rendre en quelque sorte incontestable. Alors, juste pour terminer là-dessus, moi, ce que je trouve très intéressant, si vous voulez, c'est que, c'est une politique qui, en dépit de toutes les évaluations qui sont en général au niveau national négatives, c'est-à-dire quand vous regardez les rapports de la Cour des comptes sur la politique de la ville, à chaque fois on vous dit ça ne marche pas, c'est du gaspillage, c'est mal organisé, etc. Pourtant, elle perdure. C'est ça qui est intéressant, je trouve, sur lequel on peut s'interroger. Et la deuxième chose, c'est que pourquoi elle perdure? C'est parce que, essentiellement, elle change complètement d'orientation et de visage au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, je dirais qu'on est dans une logique, non pas de substitution d'une orientation à une autre, mais de stratification de ces orientations. Donc on a à la fois dans la politique de la ville
c'est une politique très ambiguë parce qu'on a à la fois la volonté de valoriser les habitants, de favoriser la mixité sociale, ce qui veut dire que, en fait, on vire une partie des habitants, excusez-moi de dire ça comme ça, ou on l'affiche de cette façon-là, de remettre des services publics dans les quartiers. Voilà. Et donc, c'est une politique de la ville multiforme avec des objectifs qui ne sont pas toujours convergents les uns par rapport aux autres. D'accord. Est-ce que les chercheurs se déchirent sur la définition du vrai coût de la politique de la ville? Parce que là aussi, vous l'avez dit, même la Cour des comptes, visiblement, considère que les coûts sont trop élevés pour des résultats qui ne sont pas tout à fait probants. Comment vous regardez ça de votre côté? Alors, la Cour des comptes, c'est pas qu'elle considère que les coûts sont trop élevés, c'est qu'elle ne sait pas quels sont les coûts de la politique de la ville. Alors, pour venir ici, j'ai un peu travaillé, j'ai regardé, bon, je parle devant des spécialistes, hein, j'ai regardé, selon le document budgétaire que vous consultez, vous allez avoir des coûts de 1 à 20. C'est-à-dire que sur le programme, alors le programme budgétaire politique de la ville, qui est de mémoire le programme 147, hein, oui, on est aujourd'hui à peu près à 600 millions d'euros. Alors ça compte quoi, ces 600 millions d'euros? Ben, ça compte le budget de la NCT, plus des opérations que les ministères intègrent dans le cadre de la politique de la ville. Et la Cour des comptes dit, alors là, on ne sait pas trop si c'est vraiment des opérations en plus ou du droit commun, etc. Si vous rajoutez la rénovation urbaine, si vous rajoutez la DSU, si vous rajoutez la défiscalisation, vous arrivez à 9 milliards. Voilà. Alors, c'est quoi la politique de la ville? C'est 500 millions, 600 millions ou 9 milliards. Bon, dans les deux cas, on est quand même entre 0,04% du budget de l'État ou 1% du budget de l'État pour une population de 10% de la population française. Donc, on ne peut pas dire que les habitants des quartiers pèsent d'un poids exorbitant sur le budget de l'État. Alors, simplement, ce qu'il faut dire, c'est que, en gros, le budget de la politique de la ville a été en euros courants, mais ça ne veut pas dire grand-chose, multiplié par 4 en 20 ans. Et quand j'ai regardé, c'est vrai qu'en euros courants, elle augmente légèrement plus vite que le budget de l'État. Mais comme en même temps la géographie prioritaire s'étend, si on divise par le nombre d'habitants, en réalité, le budget de la politique de la ville diminue par tête d'habitant. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Non. Très bien. Oh non, ouais. Restez, continuez. Bon. Voilà. Très bien. Dernière question sur les mobilités, en quelque sorte, de la population. Vous avez esquissé, en quelque sorte, une définition de la mixité sociale. C'est forcément chasser un peu un public ou une population qui est quelque part chercher la mixité sociale. C'est une bonne chose, pourtant. C'est ce qui est recherché globalement ça, dans les politiques de peuplement. C'est le gros débat chez les chercheurs ou les observateurs. En fait, en réalité, on ne sait pas ce que ça veut dire mixité sociale. C'est-à-dire qu'à une époque, on disait il faut faire de ces quartiers des quartiers comme les autres. Mais c'est quoi un quartier comme les autres, enfin? C'est quoi les autres quartiers? Alors, est-ce que les autres quartiers, c'est le 8e arrondissement de Paris? Alors, voilà. Où est-ce qu'on va trouver un quartier comme un autre? En fait, ça n'existe pas. Bon. Et donc, cette idée de mixité sociale, à la fois, évidemment, c'est intéressant, on pourrait dire que c'est une espèce de mythe mobilisateur qui renvoie aux valeurs de la République, à l'égalité, etc. En même temps, ça provoque souvent, je dirais dans les détails, des catastrophes en termes, je dirais même d'ingénierie sociale. Oui, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la puissance publique, quelle qu'elle soit, ne peut pas complètement s'instituer en fabricant de société. Bon. D'autant plus qu'on est dans des territoires qui sont en général fortement dotés en logements sociaux, dans lesquels, en dépit du peuplement administré,
c'est clair qu'il y a une vocation d'accueil des populations les plus défavorisées. Et heureusement. Et donc, du coup, la question qui se pose, c'est moins la question de la mixité sociale que la question de la fonction de ces quartiers. J'en terminerai par là. En gros, est-ce que ces quartiers sont un sas ou une NAS? Eh bien, ça dépend. Ça dépend absolument du contexte. C'est-à-dire qu'on voit bien que les quartiers politiques du fait de la diversité, la très grande diversité des quartiers politiques de la ville, les quartiers qui sont dans des grandes agglomérations, dans des métropoles, ils fonctionnent plutôt comme des sas. Nous, on a travaillé sur la Seine-Saint-Denis. On a été assez impressionnés de voir qu'on avait un taux de rotation dans le logement social, bon, qui est toujours plus bas que dans le logement en général, mais qui est de l'ordre de 8% par an. Donc ça veut dire qu'il y a un renouvellement. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière étude de longue durée qui a été faite sur Grigny, où ils expliquent que la population s'est complètement, très largement renouvelée en une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc c'est des territoires dans lesquels la population tourne. Et ce qui est très intéressant, c'est que effectivement les entrants ont un revenu médian inférieur aux résidents sur place, mais les sortants ont un revenu médian supérieur à ceux qui restent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est de l'écrémage? Oui, en partie, c'est de l'écrémage. Mais ça veut dire aussi peut-être que le séjour dans les quartiers est un temps qui peut être aussi un temps de promotion sociale. Et donc je terminerai là-dessus en disant, si on reconnaît cette fonction de sas, alors ça vaut le coup de mettre le paquet sur des territoires, des quartiers populaires. Qui joue cette fonction-là. Merci, Monsieur Estep, pour cette présentation et d'avoir posé le cadre de cette manière-là. On va poursuivre avec les deux coprésidentes de cette commission. Je salue l'arrivée de Monsieur le ministre Vincent Jeanbrun, qui répondra un peu plus tard à des questions. Catherine Arnoux et Hélène Geoffroy, si vous voulez me rejoindre, vous êtes les bienvenus. Vous êtes donc coprésidente de cette commission. Catherine Arnoux, après cette présentation de Philippe Estep, on a le sentiment que plus on resserre le focus sur ces quartiers et mieux on mesure leur évolution positive. Reste à convaincre le reste de la nation et des élus, et ce n'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Enfin, ici, peut-être, parce qu'en fait, il n'y a peut-être que des spécialistes de la politique de la ville. Ouais. Et si ensemble, pour arriver à convaincre, on arrêtait de regarder la photo, mais on regardait le film? Et si ensemble, on arrêtait de penser réussite des quartiers, mais réussite des habitants, on s'apercevrait qu'il n'y a pas beaucoup de politiques publiques qui ont autant d'impact positif sur une famille, un ancien, un enfant, une mère isolée. Il n'y a aucune politique publique qui a autant d'efficacité. Et ce qu'on disait, c'est vrai. Dans nos quartiers, et c'est l'occasion d'en pleurer et de s'en réjouir, dans nos quartiers, les habitants accompagnés par cette politique-là, mais pas que par la politique de droit exceptionnel, par la politique, la première politique de droit commun, c'est celle de la collectivité, celle de la ville. C'est nous qui mettons les moyens au service de nos publics. C'est très peu la politique du droit commun de l'État, ou en tout cas, si elle existe, elle demande encore à être dite, écrite et dont elle est chiffrée. Mais cette politique publique, en fait, elle entraîne à la réussite pour des populations pour lesquelles il y avait un parcours programmé qui n'était pas un parcours de réussite. On va rentrer peut-être un petit peu dans les détails de ce que promet en quelque sorte le budget ou de la réalité à laquelle vous êtes confrontés. Quels sont les dispositifs aujourd'hui qui vous paraissent les plus affectés par ce qu'on entend ici ou là? Est-ce que vous avez des ripostes budgétaires sur place pour continuer à développer une politique de la ville efficace? Alors déjà, on parle de la politique de la ville en dispositif, c'est exaspérant. Parce qu'en fait, on a une suppression, on a le sentiment que c'est une succession de dispositifs, alors que c'est une succession d'actions qui ont des rôles et des ambitions différentes. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on attaque un dispositif qui portait ses fruits, je vais vous en donner un, on attaque une ambition, et on attaque plutôt une ambition réussie. Il n'y a pas de politique publique qui soit plus évaluée que la nôtre. Et comme elle est très évaluée, on sait, habitant par habitant, ce que ça réussit. Allez, tiens, colo apprenante. Colo apprenante. On est quelques-uns à avoir travaillé ça avec le ministre de l'époque, en plein Covid. On ne savait pas faire de visio à cette époque-là, on ne savait même pas faire d'audio en commun.
C'était un joyeux bordel quand on ouvrait le téléphone, mais néanmoins, on a réussi à monter ça. Quand je dis on, j'ai le président de Ville et Banlieue qui est là, et on a réussi à monter ça. Une vraie réussite pour les habitants de nos quartiers, parce que ce qui s'est passé dans le moment du Covid, c'est aussi un peu ce qui se passe tout le temps. C'est des jeunes, c'est des enfants qui ne partent pas en vacances ou très peu, mais c'est des enfants qui sont quand même décrochés du temps éducatif pendant 2 mois et demi. Et donc ça, c'est pas possible. La colo apprenante, c'est ça. C'est comment accompagner un enfant vers à la fois un temps de loisir, mais un temps de loisir qui n'est pas déconnecté de l'éducation nationale. Oui, c'est un dispositif exceptionnel. J'ai cru entendre, une petite musique m'a dit qu'il commençait à être oublié dans les affres des budgets. Alors, ce n'est pas la politique de la ville, du coup, je n'attaque pas directement le ministre, puisque c'est la politique de jeunesse, loisirs et éducation nationale, sauf erreur. Mais c'est l'occasion de dire qu'il y a quand même des dispositifs qui sont plus qu'un dispositif de plus, qui sont une ambition nouvelle. Il y en a d'autres peut-être ou d'autres exemples. Bon, voilà. Alors Hélène Geoffroy, donc l'avenir est incertain pour le financement de l'ANRU, les contrats de ville avec un certain nombre de quartiers prioritaires en hausse, mais que l'on doit traiter dans le cadre d'un budget constant, remise en cause aussi des adultes relais. Je rajoute un autre dispositif menacé. Voilà, comment le secteur associatif et donc les maires que vous représentez ici réagissent à tout ça? Comment on s'adapte à ce contexte? Alors, on est dans un contexte d'incertitude, et on l'a tous dit, et on le partage tous ici, d'incertitude inégalée. Nous sommes contents, évidemment, de recevoir Monsieur le ministre de la Ville et du Logement avec nous, parce que ça va être l'occasion, ensemble, de partager nos inquiétudes et les réponses qu'il peut aussi apporter. Peut-être pour prolonger par rapport à la première intervention de Monsieur Estep, très intéressante. Et ça répondra en même temps à votre question. Nous sommes une politique, moi je considère en tout cas d'une importance similaire à celle dont on parle beaucoup plus, qui est la politique agricole commune, qui a structuré pendant un temps la capacité de la France à se nourrir. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une politique avec ces 2 volets, rénovation urbaine et le volet cohésion sociale, qui ont besoin tous les 2 d'être appuyés. Le volet rénovation urbaine, parce que j'ai vu la directrice, mais ce n'est pas parce qu'elle est la directrice générale de l'ANRU, mais parce que je vois bien que dans le moment de questionnement dans lequel nous sommes liés aux incertitudes budgétaires, et ce n'est donc pas le fait du ministre, mais malgré tout, l'assurance dont nous avons tous besoin, que cette politique et celle du temps long puissent continuer, et puis surtout avoir sa suite. Et là, aujourd'hui, et sa suite dédiée, si je puis dire, au quartier en politique de la ville. Et sur les politiques de cohésion sociale, on est dans un sujet d'une extrême gravité. Nous avons tous suivi ce qui se passe avec le narcotrafic. J'ai vu l'adjointe au maire de Marseille, Audrey Gassian, là. On a tous vu ce qui s'est passé, la gravité de ce qui s'est passé à Marseille, mais sur nos territoires, mais pas qu'en QPV. Nous voyons comment le narcotrafic est en train de commencer à structurer ce que peut être des organisations à tous les niveaux. Et donc, nous avons besoin de politiques de cohésion sociale fortes. Et il ne s'agit pas, quand on dit qu'on fait de la mixité ou qu'on travaille ces politiques de cohésion, de dire, comme j'ai un peu entendu, qu'on ferait partir des personnes. Pas du tout. On essaie de se projeter, comme l'a dit Catherine, c'est-à-dire de garder des habitants qui vont mieux et qui autrefois avaient tendance à s'enfuir. Et donc, sur ces politiques de cohésion sociale, on a besoin d'adultes relais, d'un tissu associatif qui est essentiel pour tenir les questions de la proximité. On a besoin de mobiliser les familles et l'éducation nationale. Je ne reviendrai pas sur les cités éducatives, qui sont des sujets dispositifs, parce que c'est le sujet de Catherine. Des sujets, ah oui, on a tous nos spécialités. Des sujets extrêmement importants. Et donc, moi, je ferai 2 alertes. La première, c'est de dire la politique de la ville ne cesse d'être remise en question, non pas ici, mais dans le débat extérieur. Et donc, nous avons besoin, nous les élus locaux, de monter en puissance, évidemment, sur la façon dont on parle de nos territoires. Et on a besoin, évidemment, d'un ministre de la ville qui puisse aussi appuyer tout cela, parce que le danger qui est devant nous, dans un moment de fracturation de la société, c'est qu'on considère que nous ne sommes qu'une source de problèmes, là où nous accompagnons les habitants, souvent les plus précaires, et que d'autres communes essaient, pour le coup, de ne pas faire vivre chez elles en n'appliquant pas la loi SRU. Comme ça, je suis aimable.
Donc voilà, non, j'essaie d'être aimable de temps en temps. Donc, et donc parce qu'on a des habitants et des questions de peuplement qui sont peut-être plus frappantes dans les quartiers populaires, il faut que nous montions au créneau désormais avec encore plus de force pour dire l'importance de nos politiques publiques. Merci pour ces 2 propos introductifs. Et donc, mesdames les coprésidentes, vous revenez quand vous voulez à ce pupitre. Je vous propose, monsieur le ministre, de répondre déjà, si vous le souhaitez, en venant ici à un certain nombre de questions. Vous êtes un des rares ministres à être présent finalement dans ce congrès et d'accepter de venir parler avec les maires, et notamment lors de la plénière hier, où vous avez déjà apporté un certain nombre d'éléments de réponse. Sur la politique de la ville, quelles sont vos priorités aujourd'hui, et surtout en matière de rénovation urbaine? Où vous en êtes de votre niveau de réflexion? Merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je salue tous les élus présents, et notamment ceux de Ville et Banlieue, cher Gilles. Saluer également la directrice de l'ANRU, la directrice déléguée de la NCT. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous, parce que ça a été un petit peu dit. La politique de la ville, c'est un petit monde, parce que c'est parfois un monde un peu technique, et souvent c'est vu avec beaucoup de caricatures, parfois avec beaucoup de démagogie. Et toute la difficulté qui est la nôtre, c'est de réussir à donner une autre image déjà de nos quartiers, ça a été dit, montrer à quel point ils sont riches de talents, riches de success story, parce que ça a été très bien dit, la photo, non, la vidéo, oui. Ça, tout le monde l'a en tête. Moi, je peux vous assurer que je passe mes journées depuis que j'ai été nommé à reprendre cette expression. Et je me suis même permis de comparer nos quartiers, et pardon pour cette comparaison, j'espère qu'elle ne sera jamais mal prise, à des hôpitaux. Non pas que les gens dans nos quartiers soient malades, attention. Mais en termes de politique publique, si vous prenez la photo à l'instant T d'un hôpital, vous allez dire, mais dis donc, ils sont pleins de malades ces hôpitaux. Qu'est-ce qui se passe? On ne guérit pas les gens dans les hôpitaux? Par contre, si vous prenez la vidéo, si vous prenez le flux, si vous prenez le mouvement, les gens arrivent à l'hôpital, on les guérit et on fait en sorte que ça sorte. Eh bien, les quartiers, cette métaphore, elle est très précieuse parce que c'est la même chose. Ce sont des lieux d'émancipation. Ce sont d'abord des lieux d'accueil où on permet à des familles qui, si elles n'avaient pas les outils du logement social et tous les outils d'accompagnement que proposent les collectivités dans leur politique d'accompagnement de ces familles déjà dans le droit commun, et ça a été dit, c'est très important de défendre le droit commun, que les budgets politiques de la ville ne viennent pas se substituer au droit commun, sinon on a tout perdu. Ce sera un de mes combats pour répondre à votre question. On a besoin de montrer que des familles qui ont plus de difficultés que les autres au départ, eh bien, elles ont leur place dans nos quartiers politiques de la ville, et qu'ensuite, avec tous ces dispositifs, eh bien, elles s'émancipent. Je dis émanciper et pas s'en sortir, parce que parfois, on a aussi ce cliché de « je rentre dans le quartier et la priorité, c'est de s'en sortir, au sens sortir du quartier ». Ça ne peut pas être le seul dogme. On peut être évidemment dans une logique de dire en fait, on s'émancipe, on sort de sa condition sociale de départ. En revanche, on y reste aussi pour créer de la mixité. Deuxième combat important pour moi, la mixité dans les quartiers populaires, elle est fondamentale. Je crois que c'est une des clés de la réparation aussi de nos quartiers. On la retrouve donc, elle existe, cette mixité sociale, Philippe Estève. Par exemple, enfin, la notion de mixité sociale, pour vous, est importante. Elle est fondamentale. Et d'ailleurs, la mixité tout court, si vous me permettez, c'est-à-dire à la fois la mixité sociale au sens différentes typologies de logements et donc de familles en fonction de leurs revenus, mais aussi la mixité fonctionnelle, pardon pour ce langage un peu techno, mais c'est aussi le fait que dans nos quartiers, il n'y ait pas que du logement, donc que la fonction dormir, et qu'on y ait aussi de l'activité. Et en ce sens, je voudrais souligner une annonce récente issue d'un très bon rapport qui a été notamment porté par la maire de Saint-Quentin, le président de Système U et la Banque des Territoires, qui vient proposer des choses fortes pour qu'on puisse renforcer la création de commerces, d'activités commerciales dans nos quartiers politiques de la ville, et y compris des activités de santé, autre priorité. Vous voyez ce que sont les zones franches urbaines, les ZFU? Eh bien, dans très peu de temps, ces mêmes dispositifs, c'est-à-dire exonération pour les repreneurs ou les créateurs d'entreprises et de commerces dans ces quartiers, eh bien, s'appliqueront, mesdames et messieurs, à tous les quartiers prioritaires, à tous les quartiers politiques de la ville, à tous les QPV, de sorte que dans nos quartiers, quelqu'un qui choisit de reprendre un commerce, qui veut monter son activité
dans un local au pied des tours, eh bien, pourra le faire, y compris dans les centres anciens dégradés. Des ZFU, donc. Mixité sociale, mixité fonctionnelle, très important évidemment. Une question bien entendu sur les moyens budgétaires. Quels moyens budgétaires espérez-vous dans le PLF 2026 pour les quartiers prioritaires, alors que les maires sont très inquiets, comme vous le savez, sur les premières orientations esquissées? Alors d'abord, peut-être un petit rappel de contexte. Le gouvernement n'ayant pas de majorité, il propose, le Parlement débat, et c'est le Parlement qui décide. Ça veut dire qu'au fond, j'allais presque vous le dire avec beaucoup d'humilité, ce que moi je pourrais vouloir dans le budget a moins d'importance que ce que vous arriverez à exiger de vos parlementaires partout sur le territoire pour qu'ils puissent tripler le budget de l'ANRU, multiplier par 4 celui de la NCT, par 100 celui de l'ANA. Là, j'ai mon directeur de cabinet qui est en train de faire une syncope. Mais, mais en l'occurrence, plus sérieusement, ma volonté personnelle, elle est évidemment déjà de défendre ce qui existe. Et donc, ça veut dire défendre les adultes relais. On en a parlé. Défendre les cités éducatives. On en a parlé. Défendre les colos apprenantes, même si ce n'est pas sur mon périmètre. Même si ce n'est pas sur mon périmètre. Il faut au moins sur les QPV qu'on aille trouver les moyens de les maintenir. Je ne peux pas vous faire d'annonce aujourd'hui, mais je me bats pour qu'on puisse avoir des dispositifs qui se rapprochent ou qui maintiennent les colos apprenantes sur nos QPV. Les quartiers d'été, alors ça c'est très important, parce que les quartiers d'été, là effectivement dans la première copie budgétaire, le montant a été un peu sabré, on peut le dire, mais ça tombe bien parce que comme c'est un dispositif chouchou des élus locaux et des maires qui ont des QPV, eh bien tous les parlementaires dans les villes où il y a des QPV ont bien repéré que ça avait été sabré, et donc les amendements vont pleuvoir pour remonter le budget de quartier d'été. C'était un tout petit peu anticipé, mais ne le dites pas à Bercy, s'il vous plaît. Et donc, on espère que le Parlement va pouvoir corriger cette baisse sur quartier d'été avec un point de vigilance tout particulier. Et puis, il y a la question fondamentale de comment on fait en sorte que des quartiers qui ont été construits il y a 40 ans, qui parfois ont bien vécu, d'autres qui ont mal vécu, parce que parfois aussi mal pensés, puissent faire peau neuve et justement être une vitrine de ce qu'on fait de mieux en matière de renouvellement urbain, en matière de mixité sociale et fonctionnelle. Et là, évidemment, le fait que l'ANRU soit ici présent, c'est un symbole fort, puisque la véritable transformation de nos quartiers politiques de la ville, elle passe par un renouvellement urbain ambitieux. Et donc, évidemment, il va falloir que, déjà peut-être, puisqu'on est entre nous et que ça ne sort pas d'ici, hein, je dis ça devant la presse, déjà, il faut que l'État tienne parole. Quand l'État s'engage à soutenir le renouvellement urbain, eh bien, c'est la responsabilité de l'État, c'est son honneur que d'aller au bout des dispositifs engagés. Et donc, tout ce qui est engagé par nos structures et au premier rang l'ANRU a vocation, évidemment, à être soutenu, financé et que l'État tienne sa parole. Ça a l'air de rien, mais c'est bon de le rappeler quand même. C'est la première chose. Et puis derrière, pour ne pas aller beaucoup plus loin, comme ça, trop long. Je vois à votre regard que comment il va aller couper la parole. On brûle de vous poser des tas de questions. Sur la question, juste dans l'ANRU, il y a actuellement une mission de préfiguration qui permet de savoir si oui ou non il faut un ANRU 3, si oui ou non l'ANRU 3 c'est le copier-coller de l'ANRU 2, si au fond, et certains le disent, il faut prolonger simplement l'ANRU 2 pour que ce soit un ANRU 2 plus long, etc. Toutes les pistes, sans dogmatisme, sans démagogie, doivent être mises sur la table. Et fort de ce travail sérieux, eh bien, on pourra s'engager sur la suite. Et effectivement, vous imaginez que du côté de l'ANRU, ça bosse dur, ça bosse fort pour faire en sorte que ce travail extraordinaire qui a été initié en son temps par Jean-Louis Borloo puisse se poursuivre. C'est effectivement un des souhaits. Le rapport sera remis décembre, on parle plutôt de mars, enfin, où le rapport de préfiguration est fin de mai. Hein, on aura probablement une sorte de temps intermédiaire, on fait un petit point d'étape, mais effectivement on est plutôt sur mars pour le reste. Voilà. Sur un plan personnel, l'ANRU 3, c'est ce que vous souhaitez? Vous souhaitez que la rénovation urbaine poursuive son travail avec peut-être... Est-ce qu'on appelle le préfigurateur tout de suite pour lui dire d'arrêter sa mission ou pas? Non, mais je ne sais pas. Alors, je ne me prononcerai pas parce que vraiment c'est important qu'on fasse un travail qui nous permette
vraiment de nous projeter par rapport à ce qu'on vit actuellement. Les enjeux climatiques n'avaient rien à voir quand on a commencé l'ANRU 2. En tout cas, la prise de conscience n'était pas la même. Quand on commence le NPNRU, les cœurs de ville n'étaient pas dégradés comme ils le sont aujourd'hui. Les grands ensembles étaient moins rénovés par définition. Donc tout ça, il faut vraiment qu'on le chiffre. Et en plus, ce serait très probablement un péché d'orgueil que d'arriver, d'être nommé depuis à peine un mois et de vous dire « ça y est, j'ai déjà ma philosophie, on va faire comme ça et pas autrement ». Et en plus, je vous le disais tout à l'heure, il faut être très très humble. Un, parce que je ne sais pas si je vous revois la semaine prochaine en tant que ministre ou en tant que député, d'une part. Et deuxièmement, tant qu'on ne sait pas si oui ou non la France aura un budget, tant qu'on ne sait pas si on a un peu de stabilité, bien compliqué de dire si on peut défendre les choses. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse et n'hésitez pas à le dire à vos élus parlementaires. Ce qu'on vient de se dire sur quartier d'été, les adultes relais, les cités éducatives et tout ça, s'il n'y a pas de budget, tout ça, ça part à la trappe. Il faut être très très clair là-dessus. Donc ce budget, il ne sera pas parfait, loin s'en faut. Il sera même très bizarre. Mais s'il existe, il permet de faire avancer quand même un certain nombre de politiques publiques. C'est très important. Je regarde mon portable de t'entendre, pour le timing, bien sûr, et parce qu'on me donne quelques indications, et notamment le fait, c'est une bonne nouvelle, que vous êtes prêt à répondre à un certain nombre de questions, puisque vous partez dans une dizaine de minutes, à peu près un quart d'heure. On va directement dans la salle et on essaie de voir un peu ce que les maires pensent. Allez, on est parti. Allez, on est parti. Donc, j'espère qu'il y aura effectivement des... Ah voilà, derrière, très bien. Chère madame. Merci beaucoup. Donc, je suis Brigitte Adam, deuxième adjointe à la mairie de Saint-Denis de la Réunion. Donc 156 000 habitants avec donc la 19... Ok, alors je viens au centre pour la première fois. Donc la 19e ville de France. Et donc nous avons en effet des quartiers prioritaires donc, qui ont été changés depuis cette année. Et moi, alors, avant d'aller là-dessus, je voudrais remercier l'ANRU parce qu'on fait un travail collaboratif qui est efficace. Remercier aussi l'ANA, mais je ne sais pas si l'ANA est là, parce qu'on a mis pour la première fois un plan de sauvegarde dans l'outre-mer. Donc ça se passe sur mon secteur, parce que je suis élue de secteur également. Et bien évidemment, cela nous apporte une contribution de l'État qui n'est pas neutre et qui nous oblige aussi de travailler en partenariat avec l'ensemble du tissu associatif, les partenaires institutionnels et les citoyens, puisqu'on a fait beaucoup de co-construction jusqu'à maintenant et ça marche, ça devient efficace parce qu'on crée une relation de confiance avec les habitants et ça, c'est important de le faire. Donc voilà pour les remerciements, donc je voulais vraiment signaler. Ensuite, je voulais aussi remercier l'ANCT parce qu'on fait aussi un travail avec notamment pas Nouveau Territoire. Je n'ai plus en tête, mais en tout cas, on travaille beaucoup avec vous. Et mes deux demandes. Ma première demande, c'est concernant la loi SRU. Nous sommes 24 communes et sur les 19 communes qui émargent à cette loi, nous ne sommes que 8 à la respecter, dont la ville de Saint-Denis où nous sommes à 38% au lieu des 25% des logements sociaux. Et donc moi, je souhaiterais qu'il y ait quelque chose qui se fasse vraiment envers ces communes parce qu'à La Réunion, nous avons 50 000 demandes de logement qui sont en attente et ce n'est pas acceptable de voir des maires qui refusent de mettre en place, de respecter cette loi. Ça, c'est la première demande. La deuxième demande, c'est juste, je termine, sur la politique de la ville. Nous avons fait un découpage de la politique de la carte des QPV et je vois bien sur un quartier, nous avons une rue qui sépare le même quartier. Un côté, on a droit aux engagements de la politique de la ville et de l'autre côté, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes habitants. Ça date des années 70, les mêmes. Et un côté a droit, l'autre côté n'a pas droit. Voilà, je souhaiterais qu'on puisse réviser ces cartes avec le territoire, s'il vous plaît. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a deux sujets là sur votre question, votre interpellation. La problématique de la loi SRU. Moi, je suis un enfant des quartiers HLM de la ville de l'Île-et-Rose, où j'ai ensuite été maire pendant 10 ans. Sans les logements sociaux, ma famille n'aurait pas pu avoir le parcours qu'elle a eu, et je ne serais évidemment pas devant vous pour en parler. Et donc, je suis, à titre personnel, bien attaché au fait qu'on puisse offrir des typologies de logements adaptées à chacune et chacun en fonction de sa situation. Donc, ça veut dire que tout le monde doit y contribuer. Et donc, vous n'entendrez pas dans ma bouche la moindre remise en cause de la loi SRU, même si ça peut en surprendre certains, mais au contraire, qu'on puisse avoir des mécanismes d'incitation qui fassent que ça aille. Ça marche avec le bâton, mais ça pourrait aussi marcher un peu avec la citation. Je vous le dis aussi... parce que je croisais plusieurs maires là, dans les couloirs du salon
qui me disait mais je comprends pas, moi je fais des efforts, et j'ai toujours le préfet qui m'a enlevé mes permis et j'ai toujours une amende majorée de 400%. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à un point d'atterrissage où quand on est carencé mais qu'on fait vraiment des efforts, il faut aussi qu'on puisse assouplir pour justement peut-être aller taper plus fort sur ceux qui ne font aucun effort. Voilà, on récompense ceux qui font des efforts et on tape sur ceux qui font pas d'efforts. Objectivement, à l'heure où on se parle, je n'ai pas la bande passante pour transformer d'un point de vue législatif ces sujets, mais c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille. Je sais que les associations d'élus y travaillent déjà, feront des propositions, et probablement qu'il faut inventer, on parlait d'Henri III tout à l'heure, il faut peut-être inventer la SRU 3 post-présidentielle, il y a un vrai sujet là-dessus. Et sur la question du carroyage, moi j'ai été maire pendant 10 ans, mais qui a inventé ça? Hein, pardon aux membres du cabinet, mais quand même, hein, le carroyage, c'est vrai. Ah là, voter et porter ici. Non, c'était évidemment à l'époque une modernisation qui était attendue, et en même temps, comme à chaque fois qu'on met un niveau, un périmètre, une barrière, il y a des effets de bord. Donc là aussi, il faut être malin, il faut être intelligent. Il y a une petite révision récente. Moi, je sais que typiquement dans ma commune de l'Haye-les-Roses, on a réussi à avoir des traits un peu moins idiots dans les QPV, mais on peut essayer de regarder ce qu'il est possible de faire. En tout cas, sachez que le Premier ministre qui a été en charge des Outre-mer est extrêmement vigilant, et il n'y a pas une réunion ministérielle où à un moment donné, ils me disent « Bon, ok, j'ai vu la stratégie globale logement et pour les Outre-mer. Et j'ai vu la politique de la ville et pour les Outre-mer. » Donc c'est très suivi. Merci pour votre question. Je vais chercher une autre question, je reviens. Merci, monsieur. Frédéric Gautrin, je suis chargé de mission politique de la ville sur la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer, et je suis adjoint sur la commune de Saint-Martin et Tatinghem, donc dans le Pas-de-Calais. Ma question est toute simple. Les collectivités, notamment les intercommunalités, ont été sollicitées sur le dispositif MAIRE, Maison de l'enfance et de la réussite éducative. Comptez-vous les mettre en œuvre? Et qu'en est-il de la feuille de route du dernier CIV, puisque c'est quand même pour nous qui sommes les acteurs de la politique de la ville sur le terrain, c'est quand même notre feuille de route. Et je voulais savoir, du fait que vous venez de prendre vos fonctions, si vous avez déjà des pistes à nous donner. Je vous remercie. Merci beaucoup. Deux questions importantes. Sur la question des MERE, M-E-R-E, Maison de l'enfance et de la réussite éducative, qui est un projet qui a été porté avec beaucoup de passion par Juliette Méadel, qui était en charge ministre de la politique de la ville jusqu'à il y a peu. Pour l'avoir revu, on y est très attaché. Encore une fois, il s'agit de labelliser des lieux et d'accompagner d'un point de vue psychologique les enfants qui en ont besoin. C'est un bel outil. Il faut peut-être le packager pour que les élus puissent s'en saisir et voir comment on peut l'accompagner. En tout cas, ça ne peut aller que dans le bon sens. Donc, on peut poursuivre cette logique de labellisation. Ensuite, votre deuxième question porte sur la question du CIV. Effectivement, j'ai pris mes fonctions il y a un mois. J'ai fait un peu le tour des collègues ministres qui sont concernés. Et quand on parle du CIV, c'est effectivement une grande réunion interministérielle. Elle a commencé à travers les services et les cabinets. On fait prochainement une réunion interministérielle un peu officielle, et ça permettra de déclencher une réunion du comité de suivi du CIV et qu'on voit comment on peut avancer, déjà comment on en a déjà un peu avancé et comment on va pouvoir continuer à avancer sur les 42 plus une mesures qui avaient été décidées au CIV la dernière fois. Donc voilà, si on est encore là dans un mois, on pourra se réunir sur le comité de suivi du CIV. Je peux prendre l'engagement devant vous aujourd'hui. Merci pour cette question. Je vais solliciter une question de Gilles Lepoust. Il n'avait pas envie, il voulait pas. Hein? Non, je peux. Est-ce que vous auriez, monsieur le président de Ville et Banlieue et de maire d'Allonne, une question à poser à monsieur le ministre? Ouais. Ah ben, il pose la question, le ministre pose la question à ma place. C'est incroyable. Non, mais parce que non, on va tout dire. On a été avec quelques maires, on était avec Speedy au ministère, donc on a discuté de ces questions-là. Donc voilà. Oui, effectivement, dans la loi de finances 2026, il y a une invention géniale, je ne sais pas qui l'a inventé d'ailleurs, de transformer, de
de mettre dans une même enveloppe la DETR, la DSIL et la dotation politique de la ville. Ça, celui qui a inventé ça, il a quand même fait un immense travail. Ce qui fait que la DPV est vraiment ciblée sur un certain nombre de communes les plus en difficulté, enfin, où surtout les gens sont le plus en difficulté. C'est plus juste de le dire comme ça d'ailleurs, parce que ça a été dit par mes collègues, par M. le ministre, mais il ne faut jamais oublier que la politique de la ville, derrière les dispositifs, c'est comment on apporte des moyens pour mener des politiques au plus près des habitants, pour les accompagner effectivement dans leur émancipation, dans tous les secteurs d'activité qui existent. Parce que si on voit tous les chiffres sont là pour le dire, où il y a effectivement il y a beaucoup d'inégalités qui existent, sans parler des discriminations. Donc le FIT, donc d'IPV et DPV, alors en plus avec un, on va dire, il y aurait tant qui irait sur ce nouveau FIT là sur les quartiers, enfin les villes ayant les quartiers prioritaires. Nous, on a une demande toute simple à Ville et Banlieue. Le FIT, on abandonne et on revient aux dotations qui existaient avant pour ne pas en rajouter aux difficultés que subissent les collectivités qui ont plus de demandes et de moyens pour pouvoir relever le défi de l'égalité dans le territoire. Parce que, moi, on le dit souvent à Ville et Banlieue. Oui, tu as raison. La Ville et Banlieue, non, je sais que tu avais. La Ville et Banlieue, d'ailleurs, c'était le titre de nos 40 ans de la déclaration de l'adresse que nous avons fait au président de la République. On a fait l'adresse qui s'intitulait « La banlieue n'est pas de problème, elle est la solution, faisons République ensemble ». Plus que jamais aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous vivons, dans laquelle vivent les habitants, dans laquelle vivent les associations, on a alerté ce midi, et je me permets de réalerter là sur les associations, elles sont indispensables dans nos territoires pour faire du vivre et du faire ensemble surtout. Et là, quand même, ces derniers mois, ces dernières années, elles souffrent. Mais elles souffrent considérablement. Il y en a qui ont déjà mis les clés sous la porte. Il y en a qui sont obligés d'en rabaisser. Par exemple, j'entends ce que M. le ministre dit sur quartier d'été. C'est un accompagnement sur la période estivale d'associations, bien souvent, qui font un travail remarquable de bas d'immeubles, où il n'y a personne autrement. Donc j'attire l'attention parce que c'est vraiment ça qui est en jeu aujourd'hui. Donc c'est plutôt, je ne sais pas si c'est une question d'ailleurs, mais plutôt une interpellation. On en a déjà fait, et on a été reçu déjà plusieurs fois, mais oui, on ne peut pas être la variable d'ajustement, les villes qui ont des quartiers prioritaires. Nous sommes le cœur de la République et, par exemple, pour bien le montrer, y compris, on a 1 an après les Jeux Olympiques Paralympiques. Si on regardait d'où viennent la plupart de celles et ceux qui ont eu des médailles olympiques ou paralympiques, ils viennent de nos quartiers. Ils viennent de nos quartiers, y compris, ils ont été compris, accompagnés à la fois par les services municipaux que nous portons, mais également, surtout, par les associations de leur diversité. Donc voilà, il y a un vrai alerte. C'est pour ça faire République ensemble s'impose particulièrement dans cette période. C'est très juste et simplement pour rebondir, parce qu'effectivement, cette question du FIT, elle est... Vous pouvez l'applaudir ? C'est la première fois qu'un ministre suggère effectivement une question à un intervenant. Non, ce n'était pas pour suggérer, c'était plutôt pour dire, mince, j'ai oublié d'en parler. Et donc, comme on avait parlé ce midi, c'est bien qu'on en ait parlé d'un mot tout simple, il a tout dit, ce truc, il faut l'enterrer, parce que sinon, vous vous retrouvez, comme on l'a dit ce midi, avec un maire qui va être le seul maire avec un QPV de tout son département, et on met une enveloppe commune pour tout le département. En lui disant, t'inquiète pas, on va en garder un bout pour ton QPV. Oui, on sait comment ça finit. Donc, chacun son petit bout de Grisby, et donc des enveloppes fléchées politique de la ville dans chacun des départements. Je pense que c'est ce qu'il faut. J'en ai parlé avec la ministre Françoise Gatel, et effectivement, cette idée de génie, on va la laisser retomber dans les gorges de l'oubli, et ce sera très bien. Voilà, je crois qu'il y a une dernière question. Oui, c'était une question, Marc, en réaction, enfin par réaction suite aux annonces telles qu'elles ont été faites. D'abord, on a tous conscience il faut qu'il y ait un budget pour que tout ce qu'on ait dit. Je fais partie de celles et ceux qui plaident pour, en tout cas, qu'on ait un budget. En revanche, en continuité de cela, j'ai entendu dans votre intervention tout ce que vous portez autour de la politique de la ville évolue dans son intervention, y compris urbaine, parce qu'il y a de nouveaux sujets qui apparaissent. Je me permets juste, dans la continuité de Gilles, de plaider pour qu'on ait bien une politique spécifique
et en termes de politique de la ville, la DPV, comme ça a été dit, mais de rénovation aussi. Parce que le fait d'être noyé dans des plus grands ensembles n'est pas une garantie toujours d'être pris en considération comme il se doit. Donc j'ai compris que sur toutes nos politiques sociales, d'été, du passeport aussi, on n'a pas parlé pour la vie associative, des adultes relais, tout cela, on l'intègre le mieux possible dans un budget dont on sait la complexité, mais aussi dans la philosophie, ça me semble important qu'on ait bien une politique de la ville dédiée au quartier identifié en politique de la ville, même si vous n'aimez pas le carroyage, j'ai bien compris. Et que, voilà, étant députée à l'époque, j'avoue que j'ai voté avec enthousiasme la loi et voilà, et mise en œuvre le mieux possible. Malgré tout, l'idée de garder quelque chose de spécifique me semble important. Voilà. C'est pas vraiment une question, mais... Non, mais on prend, et d'ailleurs, quand on parlait tout à l'heure de la préfiguration de ce que pourrait être ou pas un ANRU 3, il y a cette question parce qu'il peut y avoir une appétence de dire, bah, l'ANRU, ils ont des compétences, ils savent faire plein de belles choses. Bon, si on mettait ces compétences sur toutes les problématiques de rénovation partout sur le territoire, qu'on soit en QPV ou pas, ça peut être une tentation de ceux qui n'ont pas de QPV. Encore une fois, je ne tranche pas le débat, mais je l'entendais dans votre question. Et c'est vrai qu'en tant qu'ancien maire d'une ville avec des QPV de la rénovation urbaine portée notamment par l'ANRU, je pense que c'est super quand on a une ANRU dédiée et spécialisée. Après, ne fermons pas le débat, soyons intelligents et pragmatiques. Merci à tous pour votre accueil. Bon courage à vous tous et à très bientôt. Merci Vincent Jeanbrun d'avoir accepté de jouer le jeu, effectivement, de ce jeu de questions-réponses. On va poursuivre donc le déroulé de ce forum avec une première séquence qui est une séquence à proprement parler sur les moyens attribués aux quartiers prioritaires insuffisants par rapport aux droits communs et aux besoins de la population. Antoine Jamet, vous qui êtes donc maire de Val-de-Reuil et représentant de l'AMF au conseil de l'administration de l'ANRU, est-ce que vous craignez, alors on va laisser partir, voilà, monsieur le ministre, bien sûr. Au revoir, merci beaucoup. Voilà. Si vous pouvez me rejoindre, monsieur Jamet, voilà. Donc on va poursuivre. Est-ce que vous craignez que l'ambition portée justement par l'ANRU et ses réussites avérées échouent faute de moyens financiers? On a eu une petite explication. On attend. Petite. Oui, une petite. Une préfig, voilà. On a eu une petite qui n'était pas une explication. C'était voilà. Qui était ce qu'on appelle une petite explication. Voilà. Bon. Moi, je vais revenir sur deux choses qui ont été dites. D'abord, la politique de la ville, ce n'est pas un petit monde, comme ça a été dit, c'est 10 millions de personnes. Et la deuxième chose, en termes de budget, comme vous l'avez dit, Hélène, et la collègue de Chanteloup-les-Vignes, la fabrique du ressentiment coûte beaucoup plus cher que la fabrique de la citoyenneté. Et en l'occurrence, pour la politique de la ville et du renouvellement urbain, gratuit, c'est trop cher. Si on ne s'aperçoit pas que la politique de la ville, c'est de l'éducation, c'est de la sécurité, c'est de l'environnement, c'est qu'on n'a rien compris. Et donc, c'est d'extraordinaires économies sur tous les autres budgets, à commencer par le ministre qui doit se souvenir qu'il a fait l'objet d'une agression assez désagréable. Moi-même, j'ai couru un jour devant 50 types défoncés, masqués et vêtus de noir, qui criaient à mort le maire. Je pense qu'à un moment ou à un autre, le budget, on l'a comparé tout à l'heure à un budget, ça peut être aussi le budget de la défense, première chose. Deuxième chose, toujours désagréable, mais comme il est encore dans la pièce, on va le dire, les incertitudes, elles sont fortes. C'est assez injuste parce que la promesse républicaine, elle est tenue par l'ANRU et sa directrice générale que je salue et tous ceux qui sont autour. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on sauve des villes, du commerce, des espaces publics, des équipements publics. À un moment ou à un autre, on évite la ségrégation et la relégation et on arrive dans une république on fait nation, on fait société, on fait solidarité. Là, il y a trois problèmes. Premier problème, l'État devrait donner 250 millions par an à l'ANRU. L'ANRU, c'est 1,2 milliard pour l'État sur 12 milliards au total, le reste étant donné essentiellement par Action Logement. L'année dernière, si je me rappelle bien, 56 millions. Cette année, 110. Comment promettre une politique de l'ANRU quand on donne 56 et 110 à la place de 250 ? Voilà, dans les petites explications, un petit calcul qui aurait pu être plus utile. La deuxième chose, il est clair, et on s'en souviendra tous, que le NPRU 2 n'a jamais commencé tant que l'ANRU précédent était en cours. Là, l'annonce qui est faite, c'est on va allonger les débats, les collectivités locales vont être contentes, vous allez pouvoir lancer des opérations un peu plus tard, et donc on va attendre ceux qui vont partir un peu plus tard. C'est-à-dire que la mission Vandemal, c'est plus 2028, c'est plus 2029, c'est 2030. Et ceux qui sont élus, là, dans pas longtemps, je crois,
il y a quelque chose. Le 15, le 22 mars, un truc bizarre, etc. Ça fait 26. 26 plus 6 égale 32. 32, ça veut dire que si ça commence en 30, 31, 32, c'est le temps des études, on n'aura rien fait. Un mandat blanc. Donc deuxième question, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'allongement? Et troisième question, bon, c'est bien, mais enfin, il faut quand même avoir une opinion quand on est ministre à un moment ou à un autre. PNRU 3 ou pas PNRU 3? Il y a l'outre-mer, il y a les quartiers qui n'y sont pas passés, il y a la continuité. C'est un PNRU 3 qu'il faut. Un PNRU 3 dont il faut décider. Et donc la mission de Vandemal est là. Deux dangers. On entend beaucoup de choses. Et moi, je représente l'AMF. Et j'entends les choses que l'AMF ne veut pas. Première dissolution, faire en sorte que les territoires soient tous concernés par l'ANRU. L'ANRU, c'est tous les territoires. Vous avez un corps au pied ou 50 copropriétés dégradées, c'est pareil, vous êtes dans l'ANRU. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas dissoudre l'ANRU, la spécificité de la politique de la ville, la problématique des quartiers de grande précarité, dans tout cela. Donc danger. 3 manques, le manque de trésorerie, trop de temps, et l'incertitude PNRU 3. 2 dangers, la dissolution dans le tout, et par ailleurs, la fusion, je vois que les agences se mettent l'une à côté de l'autre, une espèce de grande agence, guichet unique de 80% du territoire français, qui serait l'agence du reste qui n'est pas Paris. Je résume. Ça s'appellera l'agence du reste qui n'est pas Paris. Il y aura un acronyme, un acronyme un peu difficile, mais on s'y fera. Je le trouverai. Et donc, ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir une seule agence. L'ANA, l'ADEME, l'Agence nationale des collectivités territoriales. Ça ne peut pas être la même agence. Et puis, là aussi, on a été d'une gentillesse totale. On n'a pas interrogé le ministre, mais son directeur de cabinet est là, qui prend des notes fébrilement. Et on ne lui a pas donné le micro, donc il ne peut pas parler, c'est très bien. Non, il n'est pas maire. Non, il ne veut pas. Non, voilà. Et donc, là, 2 chiffres qu'il faut rappeler. Nombre de logements sociaux fabriqués en France cette année, 85 000. Stock de logements, 5,4 millions. Dans quelle société, entreprise, famille peut-on s'en sortir en rénovant maintenant, entretenant 2% de son patrimoine? Alors 2% de son patrimoine, c'est un chiffre magique également pour... Il y a un autre 2% du patrimoine qui doit être prélevé, mais ça, c'est une autre histoire. Et ça, c'est la première... C'est la taxe Zuttman, oui, c'est ça. Et deuxième danger, parce qu'il est également le ministre du Logement, on a construit cette année dans ce pays 225 000 logements. C'est pas mal, c'est ce qu'on faisait en 1990. Avec, c'est bien, c'est retour vers le futur, ou futur vers le retour. Et toujours est-il que, je finis là-dessus, c'est 50% de la consommation de crédit immobilier en moins, c'est 20% des coûts de construction en plus, c'est 30% de gens qui demandent des prêts en moins, et ça ne peut pas être sans lien avec la politique de la ville, sans lien avec la politique de renouvellement urbain. Je finis, parce qu'il y a 2,9 millions de foyers français qui sont dans l'attente soit d'une mutation, soit d'une attribution. Et là aussi, je vais être désagréable. Ce n'est pas en disant le logement social, ce n'est pas le logement social à vie, qu'on va résoudre le problème de 2,9 millions de familles. Voilà. Très bien. Je vous sens un peu en colère quand même. J'aurais préféré le dire devant celui à qui je m'adressais. Oui, j'aurais dû vous alerter. Mais non. Très bien. Bon, je crois que vous avez fait le tour un peu là. Vous avez abordé toutes les questions. Il y a encore quelques toiles d'araignée ici ou là, je peux les enlever si vous voulez. Bon, très bien. Merci, M. Jamet, pour ce plaidoyer en quelque sorte pour la politique de la vie qui va. Je m'inquiète parce que la dernière fois qu'on a fait un débat, c'était avec le ministre de l'Éducation nationale. 5 jours après, elle n'était plus. Donc, oui, c'est vrai. C'était ici l'année dernière. Donc voilà. Bon, écoutez, on va voir s'il dure au-delà de ces 5 jours. Voilà. C'est vrai, vous avez raison de le rappeler. Gilles Lepousse, donc pour venir à cette tribune après cette première interprétation et puis le fait d'avoir évoqué le feat en direct et d'avoir provoqué son effacement en quelque sorte, on verra, hein, très bien. Donc maire d'Allonne et président de Ville et Banlieue, donc combien manque-t-il, par exemple, dans les caisses, pour être un peu concret et arriver sur un focus sur les mairies, combien il manque concrètement dans les caisses d'une ville comme la tienne, la vôtre, pour aller, la tienne, ok, merci, pour aller jusqu'au bout des programmes qui sont lancés aujourd'hui? Par rapport à la loi de finances 2026, les uns et les autres, nous avons regardé concrètement comment ça se traduirait dans nos budgets. Une ville comme Allonne, 11 000 habitants, on a un budget de fonctionnement de 19 millions. Aujourd'hui, on a chiffré au minimum à 500 000 € de moins pour 2026.
ben, ça veut dire qu'on est incapable d'équilibrer le budget, incapable de continuer dans de bonnes conditions les actions qu'on a, plusieurs d'entre nous dont ont évoqué, on parlait de quartier d'été, l'accompagnement des associations, parce que c'est un élément très important. Et puis, je regarde Anne-Claire, la DG de l'ANRU, mais quand tu t'engages dans un projet ANRU, bien sûr, il y a des financements de l'ANRU, du département, de l'Interco. Il paraît qu'il reste un peu de financement, souvent quand même de la ville. Et la question qui est posée quand même aujourd'hui, c'est allons-nous être capables, y compris, de tenir nos engagements des conventions que nous avons signées pour aller au bout des programmes. Et alors, y compris en plus, alors, comme me disait, il y a bientôt des élections municipales, n'est-ce pas, Marc-Antoine, et souvent dans les moments municipaux, c'est aussi un moment où on travaille avec les habitants, avec les associations sur un projet de ville. Et où il est rare quand même qu'il n'y ait pas des propositions d'investissement. Ça va mettre les équipes municipales, quelles qu'elles soient, dans des situations très difficiles pour pouvoir, y compris, répondre aux attentes légitimes des habitants. Parce que nos villes qui ont, les villes qui ont des quartiers prioritaires, la caractéristique des quartiers prioritaires, ils ont 40, 50, 60 ans. Et c'est y compris à ce moment-là qu'on a fait les écoles, les gymnases, les équipements. On a déjà commencé avec l'ANRU d'ailleurs, à rénover, à rebâtir, à reconstruire. Il en reste un paquet. Hein. Parce que dans vos villes, dans les villes où vous êtes élus, ça doit être la même chose. Comment allons-nous faire? Parce qu'on peut nous parler, il faut relever le défi climatique. Moi, je suis à 150% d'accord. Complètement. Mais avec quel argent? Quand le fonds vert diminue de 40%. Quand il va passer d'1,2 milliard il y a un an à 600 millions aujourd'hui. Ça nous coupe complètement les capacités d'investir, de mener ces projets. Et donc c'est pour ça qu'il y a une forme, le Congrès d'ailleurs résonne, oui, une forme de colère et d'incompréhension, ou d'incompréhension et de colère. On ne peut pas même d'un même côté, à un même moment, d'interpeller les maires, faut relever les questions de mixité, les questions sociales, les questions d'environnement, les questions d'accès aux droits en général, et de l'autre côté, nous couper les robinets. Et par tous les bouts. Et par tous les bouts. Donc c'est ce qu'on dit au ministre, on lui a redit ce midi, on lui a redit là. C'est ce qu'on dit au Premier ministre, qu'on dit à l'ensemble des ministres d'ailleurs. Tu vois, pour permettre effectivement que... Autrement, je faisais référence tout à l'heure à cet engagement de ville et banlieue, mais... Oui, faire République ensemble, aujourd'hui, on voit bien que c'est indispensable. Moi, j'ai en tête quand même, c'est évoqué, le drame de Marseille, le drame de Grenoble, qui font suite à d'autres drames dans nos quartiers. On ne peut pas laisser la situation en état. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Ou ça serait irresponsable. Et comme nous sommes des gens responsables, les élus locaux, j'espère que les ministres également vont être, et jusqu'au Premier ministre, et le président de la République également, vont aussi être responsables et nous donner les moyens de pouvoir relever les défis auxquels nous sommes tous ensemble confrontés. Et je serai à Marseille d'ailleurs, je parle sous le contrôle d'Audrey Gassian demain pour cette affaire terrible effectivement de ce meurtre et donc le narcotrafic qui ajoute, peut-être qui se renouvelle lui-même et qui ajoute un niveau d'alerte important dans les quartiers. Enfin, je sais pas oui, alors... particulièrement dans les quartiers, mais y compris au-delà, parce que c'est une question qui traverse, je crois, aujourd'hui l'ensemble des territoires. Moi, je suis dans la Sarthe, il y a des quartiers prioritaires, mais il y a aussi beaucoup de territoires périurbains ou ruraux, où y compris ces questions de trafic, elles existent, quoi, et que nous avons besoin, sur ces questions-là, de la puissance publique de l'État, de sa responsabilité, de l'État régalien. Pour nous, qu'allons régler dans les villes la question du narcotrafic. Absolument. On a le sentiment d'un bis repetita dans les quartiers. Est-ce que la séquence actuelle est plus difficile à traverser quand même? Elle est particulièrement difficile à traverser. On l'a dit, on l'a vu avec les différents chiffres, les différents éléments. Ce qu'on a traversé, je regarde Catherine, depuis 15-20 ans, on a traversé quelques périodes quand même de temps qui compliquées. Mais là, on est quand même dans un moment difficile. Mais dans le même temps, en regardant, je voyais Guillaume Delbar, le maire de Roubaix. Dans le même temps, je ne voudrais pas, y compris que par cette intervention, c'était dit par d'autres intervenants, notamment, on le voit que on pourrait penser qu'il n'y a que du négatif. Nos villes, c'est des villes, des quartiers d'expérimentation, des parcours extraordinaires. Dans tous les domaines, je citais tout à l'heure, par exemple, par rapport au sport, par rapport aux médaillés olympiques. Mais c'est vrai en termes d'études, en termes de
culture, de vestimentaire, de cuisine. On en voit ça au quotidien. Et donc c'est ça qu'on attend de l'État, c'est qu'il soit à notre côté, à nos côtés, pour pouvoir permettre que toutes celles et ceux qui font des parcours remarquables, ils sont nombreux dans nos territoires, on puisse valoriser et d'en faire une généralisation pour permettre effectivement qu'il n'y a pas de territoire abandonné dans notre pays, mais on a besoin de l'ensemble de ces territoires qui sont des richesses qui se complètent, et c'est ce qui fait la richesse de notre pays. Merci Gilles Lepousse pour cette intervention. On va à Mayotte avec Leïtine Ben Saïd, maire de Mzamboro. Cher monsieur le maire, vous êtes le bienvenu à ce pupitre. À moi, est-ce que vous préférez rester ici? Très bien, je vous laisse le micro et je vais vous interroger. Non, mais écoutez, on n'est pas obligé. Il n'y a que les animateurs qui sont obligés de rester debout, mais c'est pas grave. Nous aussi, on aura des revendications à un moment ou à un autre. Mais alors, le point, quand même, juste après le passage du cyclone Chido, il y a maintenant 1 an, c'est bien cela, à peu près 1 an et demi. Comment se déploie la loi de programmation pour reconstruire Mayotte, et notamment dans les quartiers directement concernés? Bonjour tout le monde. Bonjour. Bien sûr, je préfère être assis parce que je me trouve devant des spécialistes. Voilà, il y a des spécialistes, le témoignage de terrain, ils construisent leur spécialité, leur expertise à partir des témoignages qui sont les vôtres, monsieur. Voilà. Donc, effectivement, avant de répondre à votre question, voilà 3 éléments de contexte. Mayotte compterait 320 000 habitants en 2024, selon l'INSEE, chiffre qui est fortement contesté par la population, mais aussi par nous, les élus, parce que très en deçà de la réalité sur le terrain. Mayotte est un département français depuis 2011, et région ultra-périphérique depuis 2014. Mayotte est donc le département le plus pauvre de la France, de la République. Ça saute aux yeux, il n'y a pas photo. On est tous d'accord, certains l'appellent d'ailleurs l'oublié, d'autres l'orphelin de la République. C'est un territoire confronté à des lourds défis socio-économiques, et c'est pour ça que Mayotte est le territoire le plus ciblé ou bien adapté aux politiques de la ville. Par rapport à Mayotte, effectivement, les élus, nous les maires, avons demandé à ce que tout le territoire passe en QPV pour des raisons. Premièrement, parce que les critères utilisés pour définir les QPV ne sont plus adaptés. Effectivement, le décret de 27 décembre 2024 a actualisé la géographie prioritaire. On est passé de 36 à 42 QPV. 28 maintenus, 14 rentrants, 8 sortants. Ces critères reposaient notamment sur la part de logements sans électricité, la part de l'habitat de fortune, la part des équipements sportifs et culturels. Il se trouve qu'après Chido, ces critères ne tiennent plus parce que les difficultés se sont aggravées et généralisées. Parce que les difficultés sociales concernent toute l'île, pas seulement certains quartiers. À Mayotte, la précarité, ce n'est pas localisé, c'est généralisé. À ce titre, quelques chiffres sont parlants. Près de 77% de la population vit au seuil de pauvreté. La population très jeune, près de 50% ont moins de 18 ans. Une forte proportion d'habitants précaires et insalubres. Mayotte, c'est tout simplement une bidonville à ciel ouvert. Des difficultés d'accès de l'eau. On est confronté à des tours d'eau tous les jours. De l'assainissement. Je prends l'exemple de la commune de Mzamboro. Tout le temps, les eaux de mer sont interdites à la baignade à cause de matières fécales. On a des problèmes d'électricité, effectivement, tous les jours. À Mayotte, le département d'outre-mer le plus touché par le chômage, 31% de la population active contre
c'est ça, hein, 7% en France. 7%, ouais. Plus de 5000 enfants vivent sous 100 parents. On les appelle des enfants de la rue. Ces enfants-là, la moitié ne vont pas à l'école. Et 61% ont entre 6 et 16 ans. Avec un décrochage scolaire, bien sûr que Mayotte est le département le moins diplômé. Je prends 2 exemples hein, par rapport au décrochage scolaire. Il y a l'évaluation nationale CP en lecture, 31% de taux de réussite contre 84% en métropole. 61% des personnes âgées de 18 à 64 ans rencontrent des difficultés à l'écrit en langage français, soit 89 000 personnes. Un tiers des familles sont monoparentales. Et enfin, des difficultés d'accès aux services de soins. 45% des habitants ont déjà renoncé à des soins médicaux ou les reportés. En France, en parallèle, c'est 29%. Merci pour d'avoir brossé hein, ce paysage qui effectivement impose de fait la nécessité de passer à une échelle supérieure pour répondre aux besoins de Mayotte. Où vous en êtes de la demande quel type de réponse on vous fait sur cette généralisation des QPV à Mayotte? C'est une demande effectivement des élus. On est content de l'avoir, mais on se pose une question. Parce que je vais à l'essentiel, hein, comme les Marseillais le disent, hein, droit au but. Mayotte est déjà un territoire doté, le moins doté par habitant. On est à 39% par habitant du QPV en 2024. Parallèlement à Métropole, on est entre 76 et 122 euros. Dans les autres territoires ultramarins, hors papeterie, bien sûr, on est entre 61 euros à 182 euros. Si on ne revalorise pas l'enveloppe, on garde la même enveloppe, on va retomber à 20 euros par habitant. D'accord. Merci en tout cas pour toutes ces précisions et Mayotte, bien sûr, qui essaie de sortir hein, de ce traumatisme de Chido. Je reviens vers vous, Monsieur Jamet, si vous le souhaitez bien. Vous êtes le représentant de l'AMF, donc au sein du conseil d'administration de l'ANRU. Quel est votre rôle et quel type de relais vous faites par rapport aux témoignages que peuvent vous apporter vos collègues maires auprès de Madame du président? Mais Madame Mialot, elle est... Mon rôle est très désagréable parce que l'ANRU fonctionne très bien et la directrice générale est remarquable. Ce qui consiste généralement à l'applaudir et à la féliciter. Donc ça limite un peu et c'est répétitif. Malheureusement, ça continue de semaine en semaine. Plus sérieusement, quand il s'agit de différer une opération, quand il s'agit, par exemple, de substitution de crédits les uns aux autres, quand il s'agit de substitution d'objectifs, on est là pour dire que le temps a passé, c'est difficile sur le terrain. Ce que tu as dit tout à l'heure est vrai. Je veux dire, on parlait moins de transition écologique au début de l'ANRU qu'on en parle aujourd'hui. Donc, j'essaie de faire entendre la voix du terrain et aussi parfois d'équilibrer les forces qui sont présentes au conseil d'administration, où il y a un certain nombre de gens de la Fédération du bâtiment, d'Action Logement. Il y a un certain nombre de gens qui sont les gens, vous les connaissez, et ils sont plus que compétents, de la Fédération HLM, de l'Union sociale, etc. Et un certain nombre de gens qui sont également les représentants de l'État. Nous, on s'allie au fur et à mesure avec ceux qui nous paraissent être capables d'emmener l'ANRU plus loin. Il y a alignement de planètes au sein du conseil d'administration sur les visées ou autres, où il y a des discussions. Est-ce que tous ces partenaires que vous venez de citer, ils ont le même regard, ils convergent vers un même but? Ce qu'on a dit tout à l'heure est vrai, l'ANRU, c'est pratiquement une des politiques publiques les plus importantes qui a été menée depuis 20 ans. La vision de Jean-Louis Borloo est quelque chose qui nous guide encore. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a tellement de valeurs dans l'ANRU, il y a tellement de principes dans l'ANRU, il y a tellement d'avenir dans l'ANRU que les discussions sont à la fois apaisées, concordantes et assez consensuelles. Voilà. À un moment, il manque de l'argent. Ce qui n'est pas le cas sur le terrain. Et je voudrais rajouter 2 choses. Si vous me le permettez, il y a 2 mécanismes qui ne fonctionnent pas sur le terrain.
Premier mécanisme, c'est celui des intercommunalités. Quand vous êtes une commune pauvre dans une agglo riche, quand vous êtes une commune urbaine et industrielle dans une agglo rurale, on cherche à concentrer le logement social là où il est déjà surreprésenté. Moi, je suis partisan de la reconstitution de l'offre sur place. Parce que moi, j'avais 93% de logements sociaux. Si on avait dit à Val-de-Reuil, on ne fait plus de logements sociaux, je crois qu'on aurait rasé la ville. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais quand même, qu'on vous file systématiquement le PLAI et qu'on garde avec soi le plus ou le PLS, c'est pas normal. Et les intercos ne jouent pas tout le jeu. La deuxième chose, et c'est ce qui me canalise le plus, moi, ma région, c'est la Normandie. On a créé une liste. Cette liste, elle prévoyait qu'il y avait sur les 450 quartiers des plans nationaux qui étaient largement dotés parce qu'ils étaient prioritaires, parce qu'ils allaient moins bien. Et des plans régionaux qui étaient moins dotés parce qu'ils étaient moins prioritaires, parce qu'ils allaient un peu mieux. Et je trouve assez formidable que des présidents de région, je pense à Hervé Morin, que je ne déteste pas, mais qui n'est vraiment pas de mon bord, il n'a de cesse que de subventionner les plans régionaux, de ses amis généralement, pour équilibrer par rapport aux plans nationaux. C'est-à-dire que son but, ce n'est pas que les communes qui ont été décidées, qui ont été désignées comme les plus en difficulté, soient plus aidées, c'est de faire en sorte que ses amis ou partenaires puissent avoir la même chose que ceux qui sont le plus en difficulté. Et parfois, là, ça gratte un peu, et c'est là où l'État a également un rôle à jouer par les préfets, et généralement, il le joue d'ailleurs, de rappeler qu'il y a quand même un classement qui a été fait, et que ce n'est pas pour le neutraliser systématiquement par les intercos et les régions que nous sommes là. Il faut muscler un peu la loi SRU ou pas ? Ah oui, je crois, oui, ça c'est sans problème. Moi, je suis tellement, moi, vous savez, je suis dans les clous de la loi SRU jusqu'en l'an 3212. Alors donc, je suis assez pour la muscler pour les autres. Bon, très bien. Merci pour ce témoignage. Donc, on passe à la deuxième séquence avec un accès insuffisant aux services publics et aux droits qui fragilisent la cohésion sociale. Gilles Leprousse, vous êtes de nouveau convoqué donc à cette tribune. Je sais, il faut, oui, c'est. Il y a de l'eau, hein, si tu veux. Là, vous ne cessez, tu ne cesses de rappeler que le travail de rénovation. Si, bien sûr, mais je suis allé voir tout à l'heure. Mais n'hésitez pas. Non, mais d'accord, mais enfin, moi, tu sais, c'est l'AMF qui, voilà. Mais on peut encore essayer. Et tu as vu tout à l'heure que le ministre lui-même avait des velléités d'animer. C'était très bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir et poser une question à M. Jamet, à nos coprésidentes voilà. Tu vois, ça ne réagit pas parce que, bon, alors c'est pour ça. Donc, Gilles, le travail de rénovation urbaine, tu le répètes, et M. Jamet vient de le rappeler, n'est pas encore terminé. Quels sont les prochains défis à relever en matière de rénovation urbaine, à ton avis? Alors, j'aurais bien aimé interroger éventuellement Anne Carmialo, mais comme il y avait les ministres, elle ne peut pas parler. Donc voilà. Mais maintenant qu'il est parti, tu peux causer. Anne-Claire, on ne vous dira rien en plus. Madame Mialo, vous êtes la bienvenue. Mais peut-être sur ta question, oui. Moi, je ne vais pas compliquer, il y a deux aspects. La première, il faut aller au bout de l'ANRU 2. Donc, il faut y compris les moyens financiers pour l'ANRU dès le budget 2026 pour aller au bout, parce qu'autrement, on peut toujours parler du futur, mais il faut déjà régler. Et sans attendre, et ça a été dit précédemment, il faut lancer effectivement ce que sera le futur ANRU. Je ne vais même pas dire numéro 3, moi. On va dire le futur ANRU, on verra bien comment. Et mettre autour de la table l'ensemble des acteurs concernés pour ne pas perdre de temps, parce que c'est un vrai problème. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention qu'il n'y ait pas un temps plus ou moins long entre la livraison des dernières réalisations dans le cadre de l'ANRU 2 et puis d'un départ ou la poursuite ou un peu ça. Parce que ça, c'est le pire par rapport aux habitants. Je n'ai pas tout à fait. Tu peux me le réexpliquer? Je n'ai pas compris l'explication que vous avez apportée. C'est-à-dire le fait de décider un ANRU 3, admettons, dans 6 mois ou autre, ça déclencherait. Clairement, mais aussi oui. Avec un temps de temporisation aussi. Oui, d'accord. On l'a vu d'ailleurs entre l'ANRU 1. 6 ans. Ouais. 2014-2020, c'est ça. Ouais. D'accord. Donc là, c'est une question qui est quand même hyper importante. Moi, c'est les deux questions particulièrement qu'il faut effectivement régler aujourd'hui. Un complément, j'abonde dans le même sens, représentant de la ville de Trappes, dans les Yvelines. Sur le report d'un an de l'ANRU 2, est-ce que c'est, je le dis un peu trivialement, hein, pareil que le collègue droit au but, comme ça Marseille, il aura vraiment eu l'occasion de s'exprimer. Est-ce que c'est une année blanche, c'est-à-dire les mêmes crédits mais étalés une année de plus, ou et donc on fait avec les mêmes stocks, ou est-ce qu'il y a un an de plus mais un crédit de plus? Voilà.
Voilà, pardon. Ouais. Pardon, vas-y, ben, exprime-toi. Alors, je croyais qu'on était sur la deuxième séquence, on parlait des services publics. Ou on est sur tout. Oui. Non, ce que je voulais dire, c'est que alors je ne voudrais pas opposer ville et campagne, mais dans ce pays, il y a une discrimination positive structurelle en faveur des zones rurales et des zones peu denses par rapport aux zones denses. Peut-être que ça va faire hurler certains. Moi, j'ai fait mes petits calculs. Vous avez 95 enseignants pour 1000 élèves en Lozère. Vous en avez 55 en Seine-Saint-Denis. Bon, pour 1000 élèves. Alors, bien évidemment, c'est des questions de densité qui expliquent ça. C'est plus difficile d'atteindre 1000 élèves en Lozère que d'atteindre 1000 élèves en Seine-Saint-Denis. Mais de fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que structurellement, les zones denses payent pour les zones peu denses. Alors, c'est la solidarité républicaine. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a un gap. Si on veut arriver véritablement à une forme d'égalité de traitement dans les quartiers qui sont des zones très denses, avec du coup cette discrimination structurelle qui fonctionne, eh bien, il y a un gap considérable à rattraper, dont j'ai l'impression qu'on n'arrive pas complètement à rattraper. Le nombre d'élèves par classe moyen dans les quartiers de la politique de la ville n'a pas réellement diminué. Donc en réalité, l'effort est considérable. Et moi, je me dis, est-ce qu'on va y arriver à combler cette inégalité structurelle? Hélène Geoffroy, Catherine Ormous, sur la problématique de l'accès aux droits et de ce différentiel, en quelque sorte, de traitement entre les territoires. Est-ce que vous avez le sentiment de ne pas disposer, bien entendu, de tout ce qu'il faut dans vos quartiers pour répondre aux droits communs, tout simplement? L'idée n'est pas de se comparer. Hein. Parce que je vous rappelle que lorsque nous étions au moment du plan Borloo, certains s'en souviennent, et qu'on n'arrêtait pas de dire au ministre qu'on rencontrait à ce moment-là, attention, dans la grande ruralité, la douleur existe aussi et elle va vous exploser à la gueule. C'est ce qui s'est passé, puisqu'en fait, il y a eu les gilets jaunes après. Donc, on ne compare pas des douleurs et des difficultés, on les diagnostique et on les traite différemment. Nos territoires ont ceci de particulier, c'est qu'ils ont une surdensité de population en difficulté. Voilà. Nous portons, et je le dis sans arrêt, nous portons la solidarité nationale. Et à ce titre-là, parce que nous portons la solidarité nationale, et pour cette surdensité, c'est-à-dire un nombre d'habitants très important, effectivement, il faut se donner les moyens des équipements publics. Mais la ruralité s'explique. Enfin, on ne peut pas faire 100 km à un gamin. Voilà. Donc, on ne se compare pas. Vous n'aimez pas ça? J'aime pas du tout, non. Oui. Mais par contre, nous avons des publics plus nombreux, nos territoires sont plus denses et nos publics sont plus loin de l'acquisition de la langue française, des codes de l'école et tout ça. Donc ça veut dire que cette surreprésentation des enseignants devrait exister, elle n'existe pas. On m'avait dit que la maire de Chaumont n'était pas là, Madame Guillemy, et elle était dans mon dos en fait, et depuis tout à l'heure, donc voilà. Eh ben, écoutez, Madame Guillemy, d'abord, je suis absolument désolé, et deux, vous avez 10 minutes pour non, nous raconter. Pas forcément 10 minutes, pardon. Venez avec nous. C'est pas grave, mais vous savez, pour venir ici, ça a été un vrai parcours du combattant, ah bon. parce que je n'étais pas passée par la case élue. Ah oui, voilà. Ah oui, d'accord. Bon. Donc d'où mon retard, excusez-moi. Non, non, c'est pas grave, parce que je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit et sur ce que vous avez dit. Il se trouve que je représente la ville de Chaumont, la ville de Chaumont, 22 000 habitants, dans un département de 170 000 habitants. Donc la ruralité, je connais. Il se Mangez un peu le micro, regardez, il faut le poser comme ça. Oui, mais voilà. Donc il se trouve que le département de la Haute-Marne a 2 villes qui ont des QPV. Saint-Dizier, 23 000 habitants, Chaumont, 22 000 habitants. Tout le reste, donc, est essentiellement rural, puisqu'il y a 450 communes. Moi, je revendique une chose. Alors, le directeur de cabinet est parti, dommage. Ah non, il est là. Écoute, le directeur de cabinet. Mais il n'écoute pas. En ce qui me concerne, moi, je revendique que l'on puisse, sur nos territoires qui sont des territoires détendus, pouvoir construire des logements intermédiaires. Je m'explique. Tous les logements, vous l'avez dit, madame, PLAI, les logements pour les personnes
avec les revenus les plus en difficulté, se concentrent bien évidemment sur ces deux villes, et notamment sur la ville de Chaumont. Autour de Chaumont, les villes autour, 1000 habitants, moins de 1000 habitants. Donc la solidarité, elle n'existe pas. Et pour autant, c'est l'intercommunalité qui a la main sur la politique de la ville. Donc deux revendications, que les villes qui sont en effet les principaux acteurs de la politique de la ville, dans ce cas-là, elles aient la main sur la politique de la ville. Parce que les 63 autres communes de mon intercommunalité de 40 000 habitants, elles n'en ont rien à faire de la politique de la ville. Donc ça a été dit tout à l'heure. D'autre part, 39% des logements sont des logements sociaux à Chaumont. Et bien évidemment, les alentours des communes de moins de 1000 habitants, elles n'ont aucun logement social, ou pratiquement pas. Où est la solidarité? Donc, aidez-nous. Si on veut de la mixité sociale, aidez-nous, en ayant des règles moins strictes, à construire des logements intermédiaires. Il y a des cadres et des cadres supérieurs qui aimeraient pouvoir vivre à Chaumont. C'est une ville administrative, une ville de militaires. Ils ne peuvent pas, puisqu'ils n'ont pas droit aux logements sociaux, et que les logements privés sont dans un état lamentable. Donc aidez-nous à passer outre cette réglementation et à pouvoir, oui, mais au moins à l'ajuster. Et quand je demande des dérogations à Madame la préfète, elle me dit pas possible. On est sur un territoire détendu, donc pas possible. Voilà. Donc c'était le témoignage que vous souhaitez apporter. C'était un des témoignages et je répondais à monsieur, parce que quand vous nous dites qu'en milieu rural, on est mieux loti que dans des milieux urbains très denses, pas dans le cadre des QPV. Quand on a le malheur d'avoir 2 QPV dans un département très rural, je vous assure que c'est difficile. C'est difficile et heureusement qu'on a des acteurs de l'État, heureusement que l'État est là, heureusement que l'ANCT est là, heureusement que l'ANRU est là, parce que on ne peut pas... et c'est normal, hein, mes collègues ruraux ne peuvent pas comprendre, donc on ne peut pas compter sur la solidarité intercommunale. C'est ce que je voulais dire. Merci pour ce témoignage. Et encore désolé de vous avoir oublié. Je ne sais pas, je vais voir de Philippe Rio. Non, il ne veut pas dire quelque chose. Non, tout va bien. Bon, c'est génial. Je suis heureux de comprendre. La revendication aussi, c'est quand ça ne concerne qu'une ville, que la compétence soit à la ville et pas à l'intercommunalité, s'il vous plaît. Voilà. On va regarder encore si dans le public il y a des interventions. Si tel n'est pas le cas, je vais demander aux 2 coprésidents de rejoindre monsieur. Pardon, il y a encore Catherine Arnoux et Hélène Geoffroy. Et puis monsieur souhaitait intervenir avant la conclusion. Bonjour monsieur. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis agent territorial dans la commune de Chiconi sur l'île de Mayotte. Donc, un de nos élus est intervenu tout à l'heure. Je voudrais intervenir en 2 temps. Le premier, c'est répondre un peu à la question comment est mise en œuvre la loi d'urgence à ce jour sur le territoire mahorais. Et le constat est qu'il y a beaucoup de retard. La loi d'urgence n'est pas encore mise en œuvre. À titre d'exemple, les premières conventions de financement signées ont été signées il y a à peine 2 mois. Et le cyclone, c'était il y a 9 mois. Donc ces délais sont longs et ne répondent pas aux urgences du territoire et donc aux difficultés des quartiers qui existent déjà. Et donc pour la deuxième partie de mon intervention, je souhaitais, par rapport à cette thématique d'accès aux droits, la commune de Chiconi, dont je suis agent, a une liste d'attente d'accès à l'école élémentaire de 320, je crois, ou 360 élèves. Ça équivaut à un groupe scolaire. Donc, en permanence, on a dans la rue un groupe scolaire, donc 320 élèves qui n'ont pas accès à ce droit fondamental qui est l'éducation. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut ou qu'est-ce qui serait proposé à nos élus pour effacer ou gommer cet écart ou cette absence de droit sur le territoire? Parce que là, il ne s'agit pas, j'ai envie de dire, d'un écart, mais c'est d'une absence de droit. Sur une commune de 10 000 habitants, dire qu'il y a 320 élèves sans école, ça, c'est l'absence de droit. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et malheureusement, il n'y a pas de personne autorisée, on va dire, pour vous répondre. Hélène Geoffroy.
Donc on va conclure ce forum avec Catherine Arnoux et Hélène Geoffroy. Donc c'est une des premières fois, je crois, qu'il y a un forum dédié à la politique de la ville, ou pas forcément, mais la bon, première fois. La première fois même. Il y a longtemps qu'il n'y en a pas eu. Voilà. Enfin bon, bref, j'ai pas eu le temps de vérifier. On a eu quelques débuts de réponses du ministre. Il y a donc l'horizon de la préfiguration et le compte-rendu de Philippe Vandemel qui arrive sans doute autour du mois de mars pour être à peu près bien informé. Mesdames, en attendant, le cap de la cohésion sociale, vous en avez rappelé les avantages et les résultats sur le terrain. Tout se joue au Parlement, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Non, tout ne se joue pas au Parlement, ça se joue aussi dans les médias. Parce que arrêtons de résumer nos quartiers politiques de la ville à des problèmes d'émeutes ou de narcotrafic. C'est un peu changé, non? C'est un peu changé. Écoutez, il n'y a que les médias qui n'ont pas changé, en tout cas leur Ah regard. Bon? Vous, élus qui avez des quartiers prioritaires, soyez fiers de vous parce que vous portez la solidarité nationale et qu'on a toujours l'impression que les crédits politiques de la ville, qu'on appelle crédits exceptionnels, ressemblent à ce qui pourrait être une obole. Eh bien non, c'est de l'accompagnement des habitants pour qu'ils aient la même chance chez nous qu'ailleurs. D'accord. Très bien. Sur le chiffre annoncé par Philippe Estet tout à l'heure sur les 600 000 euros et les milliards d'euros derrière, c'est difficile à établir là aussi. C'est pas chez moi qu'ils arrivent, c'est tout ce que je sais. En tout cas, les 9 000. Même Geoffroy, pour terminer. Oui, en quelques mots de conclusion, nous sommes ravis avec Catherine Arnoux d'avoir pu organiser au titre de l'AMF ce temps de rencontre pour la politique de la ville. C'est évidemment sur le mandat qui s'achève pour les maires que nous sommes ou les élus municipaux. C'est donc un moment important pour aussi cette raison-là, mais ça ne veut pas dire que ça ne doit pas se poursuivre. Il faudra, parce qu'il y aura d'autres rencontres des maires de France annuellement pour le prochain mandat, il faut que nous puissions maintenir ce temps de rencontre formel. Et donc, il faut que nous le portions, je le dis parce qu'il y a ce sur quoi nous ne pouvons pas toujours agir aussi directement, mais il me semble que sur cela, nous pouvons agir. Parce que ce forum ou ce temps de rencontre qui peut prendre des formes différentes, avoir des invités différents est important parce que dans les temps qui viennent, nous avons compris que nous serons, nous les quartiers, les maires, les élus des quartiers en politique de la ville, au cœur de l'actualité, quoi qu'il en soit. Cela n'a pas cessé depuis 15 ans désormais sur tous les sujets de cohésion, de vivre ensemble, d'intégration, avec tout ce qu'on peut y mettre, de terrorisme, de narcotrafic. Je fais exprès de dire tous les sujets irritants, parce que c'est le contrepoint à ce qu'a dit Catherine, qui est pour le coup l'essentiel à mon avis, c'est qu'il faut que nous restions extrêmement combatifs et militants. Donc, parce que je dis, qu'est-ce qu'on fait ? Chacun sollicite le parlementaire chez lui pour tout de suite, là, maintenant, enfin, en lui disant, si jamais il y a un budget, ou le parlementaire voisin, si on n'aime pas le sien, ça peut arriver aussi. En tout cas, dans son département, comme ça, je fais vaste. On sollicite les parlementaires pour qu'ils aient l'œil, l'amendement qui va, parce qu'on a compris que le débat est chez les parlementaires en ce moment. Donc, on les sollicite pour voter l'amendement qui nous va bien, transpartisan, si je puis dire. Et puis ensuite, on se mobilise pour continuer à faire vivre la politique de la ville, parce que malgré tout, elle reste encore fragile. Et je le vois quand le Parlement supprime l'Observatoire national de la politique de la ville. La chute du gouvernement a empêché d'aller jusqu'au bout de cette suppression parlementaire, parce qu'il a fallu tout reprendre. Et moi, je plaide pour qu'on garde un Observatoire national de la politique de la ville, parce qu'il faut quand même avoir des chiffres, des données et mesurer nos politiques publiques. Donc voilà aussi des combats immédiats. Ils sont tous déterminés, les maires de banlieue, parce qu'on parle beaucoup d'une fatigue, non. Vous, ça va? Vous êtes tous... je pense que ça va. On est bon. En fait, okay, ça va. Sûrement qu'il y a eu de la fatigue, mais on est tellement contents de tout ce qu'on fait, on se sent tellement utile que voilà. Bon, je suis ravi. L'énergie est là. Je suis ravi de l'apprendre. Merci beaucoup. Ben voilà, vous pouvez vous applaudir tous en fait. Merci à vous.